suis là aujourd'hui à présenter, en effet, comme disait M. Zanuzzi, c'est une étape qui a été passée pour ma part pour ma partie recherche. Et j'ai choisi, parce que c'était un petit peu lent, mais c'est vrai que c'est récent, je viens de passer ma HDR, qui est l'habilitation à diriger les recherches. Et ma thématique, elle est plutôt tournée sur la valorisation de la biomasse. D'accord ? Donc j'ai pris un petit concentré on va dire des travaux récents sur lesquels j'ai travaillé et qui concernent la valorisation de cette biomasse et plus précisément de la biomasse lignocellulosique. Je commencerai donc par vous présenter mon parcours. Donc, tout le parcours post-bac a commencé par mon diplôme d'ingénieur qui a été obtenu en 2002 de l'École nationale polytechnique d'Alger. Et en 2003, j'arrive en France et j'entame donc un DEA qui est l'équivalent d'un master recherche actuellement ici en France. Et je l'entame à l'ITESI, à l'Université technologique de Compiègne, dans le domaine du génie des procédés. Arrive ensuite donc l'année 2005 où j'entame mon doctorat en chimie, donc à l'Université Paul Verlaine de Metz. Donc je suis inscrite à l'Université Paul Verlaine de Metz, mais mon labo de recherche est plutôt situé à Saint-Avold, qui est une ville pas très loin des frontières allemandes. Et avant que je termine ma thèse, donc j'ai postulé pour un poste à TER. Donc à TER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, qui a été fait donc à Rennes avant, je disais, la fin de mon doctorat, ce qui a fait que mon doctorat a été un petit peu décalé de quelques mois, parce qu'ils m'ont demandé énormément de temps de préparation des enseignements. Donc j'entame finalement les premiers enseignements à Rennes pendant mon poste à TER, que je renouvelle puisqu'ils m'ont gardé la deuxième année, pour une deuxième année de poste à TER en section 62, qui est le génie des procédés également. Et enfin, donc depuis 2010, j'ai été recrutée par l'ESCOM, où, en tant qu'enseignant-chercheur en chimie analytique, j'ai toujours, en fait, depuis 2010, fait le parallèle, c'est-à-dire que toute ma partie enseignement, c'est le domaine de la chimie analytique, et toute ma partie recherche, c'est dans le domaine du procédé. Et ça a été quand même un profil, enfin en tout cas une compétence supplémentaire qui a été très riche pour moi, parce que la chimie analytique est également très utilisée en procédé. Donc finalement, si je dois positionner finalement cette thématique de recherche, c'est donc dans le cadre d'une bioéconomie, donc qui repose sur une transition d'une économie basée sur des énergies fossiles vers une bioéconomie. Donc cette approche-là, son objectif, c'est de répondre aux différents objectifs finalement du développement durable, qui peuvent avoir plusieurs dimensions, économiques, socio-économiques, mais également industrielles. Et donc c'est dans cette perspective-là que la biomasse ou la valorisation de la biomasse via justement les bioraffineries constitue une alternative très intéressante pour répondre aux défis environnementaux et énergétiques actuels. Donc cette valorisation-là via ces bioraffineries, c'est ce qu'on vise nous dans nos travaux de recherche. En tout cas dans les travaux de recherche de l'équipe dans laquelle je me trouve, qui est l'équipe TAI, qui est dans le laboratoire TIN. Donc pour valoriser ces biomasses, il faut savoir qu'il y a différents types de biomasse. Ça peut être une biomasse de première, seconde, troisième, quatrième génération. Dans la première génération, on trouve ce qu'on appelle la biomasse alimentaire, donc qui va concurrencer forcément comme le bioéthanol qui est fabriqué à partir de maïs, etc. Donc les sucres qu'il y a dans la biomasse alimentaire. Ça peut être aussi une biomasse de seconde génération, qui est essentiellement de la biomasse lignocellulosique, qui peut être obtenue à partir de coproduits de l'industrie agroalimentaire, des coproduits de l'industrie du bois, etc. Une biomasse de troisième génération et une biomasse de quatrième génération. Sachez que dans mon cas, on est plutôt focalisé sur tout ce qui est biomasse de seconde génération. Et ces différentes biomasses-là vont permettre via ces bioraffineries de produire ce qu'on appelle du biocarburant, des produits chimiques, des matériaux, mais également de l'énergie. Donc nous sommes intéressés, comme je vous disais, j'ai concentré finalement cette présentation sur les travaux les plus récents que nous avons effectués, et ils sont essentiellement concentrés sur des drèches de brasserie. Donc les drèches de brasserie, c'est quoi? C'est le produit principal de l'industrie brassicole. C'est-à-dire, suite à la fabrication de la bière, on va essentiellement, on va dire 90%
des résidus de cette fabrication-là, c'est les drages de brassier. Donc c'est un coproduit très intéressant auquel nous, justement, on s'est intéressé pour pouvoir le valoriser. Donc sachez que la France est considérée comme étant le premier producteur de ce résidu-là et premier exportateur mondial de malt, qui est un des produits intermédiaires de cette production de bière. Donc en 2021, la quantité produite de ces drèches-là est très importante. Donc on a atteint les 23 millions d'hectolitres produites dans l'année, je disais, 2021. Et ces 23 millions d'hectolitres ont généré 0,5 millions de tonnes de drèche, ce qui équivaut à peu près à 20 kg de drèche pour 1 hectolitre de bière produite. Donc ça reste un produit qui est non seulement disponible et très intéressant, vous allez le voir, au niveau composition. Donc, parmi ces avantages, donc, le fait que l'impact environnemental de sa valorisation est beaucoup moins important, tout simplement parce qu'on va éviter de l'éliminer dans les zones d'enfouissement. Un certain avantage au niveau de la diminution de la pression sur les ressources alimentaires, comme je disais, par rapport aux biomasses de première génération. Et puis une augmentation de nouvelles opportunités en utilisant cette nouvelle matière première qui est disponible et très intéressante au niveau composition. Parmi les inconvénients, c'est la durée de conservation de cette matière-là qui est très humide, on a à peu près 80% d'humidité, donc c'est des matières qui se périssent assez rapidement. Il faut qu'il y ait une exploitation, une application de ces drèches-là assez proche du brasseur qui produit ces drèches. Donc, je parlais également de la composition de ces drèches. Donc, c'est essentiellement de la couche de l'enveloppe des graines d'orge. Donc, c'est principalement de l'orge, même si les brasseurs chez lesquels on s'est procuré ces drèches, on a à peu près 90% d'orge et 10% de blé. Donc, c'est cette enveloppe-là de graines qui est riche en cellulose, hémicellulose, lignine et protéines. Et c'est sur ces matériaux-là, ou ces biopolymères-là, qu'on va se concentrer pour pouvoir les récupérer, pour valoriser ces drèches. Même si on est d'accord que, justement, ces drèches-là vont avoir une composition qui va varier selon plusieurs paramètres, le type de produit, les conditions de culture et les conditions de maltage. Et c'est pour ça que nous, on essaie le plus possible de rester sur des lots qui sont constants quand on commence des travaux de recherche pour ne pas avoir justement des fluctuations dues à cette différence de composition selon le lot. Donc on s'est concentré pour les premières parties des travaux que je vais vous présenter là dans la suite sur donc, la lignine et les protéines. Donc par rapport à la composition qu'on trouve dans la littérature, mais également ce que nous avons trouvé par analyse de ces drèches-là ou analyse chimique, composition physico-chimique de ces drèches-là, on sait qu'on peut s'attendre à récupérer jusqu'à 270 grammes, l'équivalent de 278 grammes de drèche ou de lignine par kilo de matière sèche de drèche et un équivalent de 247 grammes de protéines par kilo de matière sèche de drèche. Donc les travaux qui ont été élaborés sur ces drèches-là ont été donc, suite à la thèse de Sarah Jo Salamé, donc, qui a terminé en décembre 2024, avec la collaboration de Estelle Léonard pour la partie chimie. En fait, les lignes qui ont été récupérées ont été fonctionnalisées pour étudier leur activité antimicrobienne. Et donc c'est une thèse qui a été financée par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Donc les drèches, comme je vous disais, sont très sensibles par rapport à la composition très importante en humidité. Donc il faut qu'elles soient préparées avant d'être exploitées. Et parmi les préparations de ces drèches-là sont d'abord un pressage, un séchage, et bien évidemment on ne sèche pas dans des conditions trop importantes justement pour ne pas commencer par exemple que les protéines sont sensibles à la température, on va sécher à 75 degrés pendant 48 heures. Et puis on fait un broyage pour récupérer les drèches broyées. C'est sur ces drèches-là qu'on va travailler. Donc on a récupéré une quantité au niveau du brasseur de 139 kg et le pressage nous a permis quand même de diminuer déjà une première partie de l'humidité puisqu'on est passé de 70 d'humidité à 65. On a perdu à peu près 4% d'humidité, ce qui est non négligeable par rapport aux quantités qu'on a. Donc la première étape ayant été l'extraction des protéines. Donc on a, le but principal, c'était pas du tout les protéines, on voulait nous extraire les lignines et les fonctionnaliser. Sauf que
vous défendez votre projet et que vous dites par exemple que vous avez 20% de protéines dans les drèches et vous allez tout de suite les traiter thermiquement pour pouvoir récupérer la lignine, donc vous abîmez un peu les protéines, ça ne passe pas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu d'abord extraire les protéines et vous allez voir qu'à la fin on a eu la surprise de voir que l'extraction des protéines au préalable nous permet d'avoir des lignes beaucoup plus pures que dans les drèches dans lesquelles on n'avait pas extrait les protéines au préalable. Donc deux techniques analytiques qui sont présentes dans le laboratoire ont été utilisées pour extraire ces protéines-là. Nous avons le brailleur à billes et nous avons les ultrasons. Donc nous avons choisi l'eau comme solvant d'extraction dans les deux cas. Et nous avons à chaque fois comparé avec nos résultats avec la diffusion. Donc la comparaison avec la diffusion veut dire juste que nous avons voulu voir l'effet des ultrasons et l'effet des broyeurs à billes. Donc on a fait une extraction sans pré-traitement pour voir si on arrive à extraire autant ou pas externe. Puis on avait fait donc changer de solvant. Et d'ailleurs on s'est rendu compte que ça marche beaucoup mieux. Par rapport au point isoélectrique des protéines, les protéines de drèche sont beaucoup plus solubles dans un milieu alcalin que dans un milieu neutre avec de l'eau seulement. Puis une étape de centrifugation pour récupérer donc, le surlagent qui constitue ces protéines-là. Puis le résultat montre que finalement, justement, l'extraction en milieu alcalin nous a permis d'obtenir un taux de récupération des protéines beaucoup plus élevé que dans le cas d'une extraction avec l'eau, que ce soit avec le broyeur à billes pour bébé et US pour ultrasons. Donc c'est beaucoup mieux, enfin on arrive à récupérer à peu près 13% en rendement, donc un taux de récupération. Alors pour pouvoir trouver le taux de récupération, on compare en fait à une quantification de la quantité de protéines directement sur les drèches. C'est-à-dire qu'on envoie l'échantillon auprès d'un prestataire, puisqu'on n'a tout simplement pas cette technique-là avec GelDAL à l'ITC, et on arrive l'analyse nous dit que dans les drèches de départ, on a 18%, et du coup, nous, en ayant récupéré 13%, on sait qu'on a un taux de récupération de 70%. Et donc, c'est sur ces analyses-là, en tout cas sur ces essais-là qui ont été faits sous ultrasons au milieu alcalin, qu'a été fait donc l'électrophorèse stage pour justement voir quels sont les types de protéines qui existent, enfin qu'on retrouve nous dans les drèches de brasserie. On en trouve bien évidemment, comme dit la littérature, des albumines, des ordéines et des globulines, comme exactement pareil que ce qu'on. Donc on arrive à faire un extrait en protéines qui est quand même très riche en protéines qui sont au départ dans les drèches de brasserie. Sachez que ce qui n'est pas simple toujours avec les protéines, c'est par rapport à leur sensibilité à la température. N'importe quel traitement, le traitement ne doit pas se faire à des températures élevées, sinon on abîme les lignines. Nous sommes bien évidemment après intéressés aux lignines. Donc la lignine, c'est quoi? C'est un polymère tridimensionnel qui a un peu cette structure-là. Pour savoir si la lignine extraite est proche de la lignine native, on va se concentrer sur des analyses par RNN, pour voir quel est l'état de la lignine. Et notre but, c'est de retrouver les principaux monolignols qu'il y a dans la lignine, donc les unités HGS, qui sont les monomères finalement de cette lignine. Puis ensuite, on va s'intéresser aux unités ou aux liaisons interunités qui sont dans la lignine. Et c'est principalement des liaisons CC, type 5,5 linkage que vous avez ici, et la bêta-bêta linkage, et puis des liaisons éther, type bêta-O4. Et on voit en fait que l'intérêt de la lignine a commencé à vraiment finalement grandir à partir des années 2000. Donc, initialement, ce qu'on appelle des lignines techniques, dans l'industrie papetière, la lignine était toujours mise de côté. Donc on récupérait la cellulose, on faisait un blanchiment pour faire du papier, et la lignine elle était utilisée, elle était brûlée en fait pour justement rentrer dans le cycle de production de la pâte à papier. Donc c'est pas c'est pas un polymère auquel on s'est intéressé depuis très longtemps. Maintenant, pour pouvoir extraire cette lignine ou ce biopolymère, différentes techniques existent. Vous avez ce qu'on appelle des procédés soufrés et des procédés non soufrés. Donc nous, on s'est forcément on a bien réfléchi avant de choisir le protocole. Sachez que les procédés soufrés, c'est les procédés utilisés au niveau industriel, donc ce qu'on appelle des lignes techniques qui sont obtenues via ces procédés-là. Par contre, les procédés non soufrés, ils ont un petit peu été mis de côté malgré l'intérêt des lignes
des lignines obtenues parce qu'on obtient justement des lignines non soufrées, et ce qui est vraiment très intéressant par rapport aux applications ultérieures qu'on en fait de ces lignines. Donc justement, parmi les inconvénients sans les lignines soufrées, pour le procédé soda, en fait, il a été très vite mis de côté par rapport au rendement en lignine qui était très faible. Et nous, on s'est intéressé justement au procédé organosolide, d'où le titre que je mets ici, fractionnement organosolide DDH. Donc des procédés organosolide, c'est tout simplement des procédés qui utilisent des solvants organiques pour pouvoir extraire ces liquides. Et le solvant, donc différents solvants peuvent être utilisés dans le procédé organosolide. Dans notre cas, on a utilisé le mélange acide acétique, acide formique et eau. Donc pour pouvoir faire nos extractions, on a utilisé dans le laboratoire dans lequel je travaille, dans TINR, mais spécialement dans TAI, c'est une équipe qui est connue pour tout ce qui est technique alternative. Donc, les techniques alternatives, ça peut être les champs électriques pulsés, ça peut être les ultrasons, les micro-ondes, etc. Donc forcément, dans notre cas, on travaille sur l'une des techniques-là pour pouvoir optimiser notre extraction. Donc, pour ma part, je travaille sur les micro-ondes. Donc les micro-ondes sont, en fait, c'est un rayonnement électromagnétique à une fréquence de 2,45 GHz qui est envoyé vers la matière, et le but étant de perméabiliser les parois cellulaires pour pouvoir extraire la matière qu'on veut extraire tout simplement. Et bien évidemment, ce traitement-là est assisté par un solvant d'extraction qui est dans notre cas le mélange acide acétique, acide formique et eau. Donc l'un des avantages principaux des micro-ondes, c'est finalement cette densité de puissance, c'est-à-dire qu'il arrive à envoyer une énergie, un transfert d'énergie qui est très élevé par unité de masse et par unité de temps, par rapport à un chauffage conventionnel, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Et cette densité de puissance fait que pour un procédé classique ou un procédé conventionnel qui va durer 1 heure, 2 heures, avec un chauffage micro-ondes, on est aux alentours de 20 minutes. Donc on arrive à réduire aussi la durée de traitement et qui parfois joue un rôle très important sur la qualité du produit extrait. Donc l'extraction de la lignine a été faite sur des drèches brutes, sur des drèches déprotéinées, puisqu'on avait fait des essais sur drèches directement sans passer par l'étape d'extraction des protéines, et on a fait d'autres essais sur des drèches déprotéinées. Et les conditions optimales parce que ça a été optimisé par plan d'expérience, par exemple pour la composition du solvant, pour la durée du traitement, la température, etc. Donc tout ça a été optimisé, et les conditions optimales sont ce que je mets ici, c'est-à-dire cette composition-là en solvant, la température, la durée du traitement et le rapport liquide-solide, c'est-à-dire le ratio entre le solide et le solvant que vous mettez au début. Donc des essais comparatifs avec du conventionnel, c'est-à-dire on a fait des essais en pré-traitant sous micro-ondes et en pré-traitant sous chauffage conventionnel. Parmi les exemples de chauffage conventionnel, on a utilisé ici le réacteur PAR, et on a utilisé aussi un réacteur double enveloppe classique, le chauffage conventionnel classique. Et ce qui était intéressant, c'est de cette mesure de la densité de puissance qui est, comme vous le voyez, beaucoup plus importante pour les chauffages par micro-ondes. Ici avec 3, 4, 8 et 8, 5 pour le chauffage conventionnel, pour le chauffage par micro-ondes par rapport au chauffage conventionnel. Et les rendements sont plus ou moins corrects selon le procédé utilisé pour l'extraction de la lignine. Ensuite, on a fait le même essai, mais cette fois-ci que sous micro-ondes, où on a comparé l'extraction sur des drèches brutes et sur des drèches de protéines. Donc on se retrouve avec des rendements de lignine quasi équivalents, si on prend en considération les incertitudes, on est 42 et 56 ici, mais par contre, on s'est rendu compte que la pureté de la lignine extraite est beaucoup plus importante lorsqu'on travaille sur des drèches déprotéinées par rapport aux drèches brutes. Et c'était ça la bonne surprise qu'on a eue lorsqu'on déprotéinait avant d'extraire la lignine. Donc on a voulu voir justement la structure de la lignine qu'on a extraite, et pour cela on a utilisé ce qu'on appelle une RMN HSQC. C'est une RMN 2D, donc c'est un peu l'équivalent d'une combinaison entre RMN du proton et un RMN du carbone, qui nous donne une idée très claire, beaucoup plus détaillée, si je puis dire, de la structure de la lignine qu'on a obtenue.
Et notre but, encore une fois, c'est de se rapprocher d'une ligne native. Donc on s'est rendu compte que, donc là, ce que je vous mets ici, donc pour une RMNHSQC, vous aurez à chaque fois deux spectres, une pour la partie, ce qu'on appelle région aliphatique, donc ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire la région aliphatique qui va vous donner toutes les liaisons interunités au niveau de la lignine, c'est-à-dire les liaisons éthers et les liaisons CC qui sont dans la lignine. Notre but, encore une fois, c'est de voir si l'état dans lequel la lignine a été récupérée, est-ce que c'est coupé, complètement coupé, est-ce qu'on arrive à maintenir les liaisons les plus importantes étant les liaisons éthers, c'est les liaisons β4, et puis est-ce que au niveau de la région aromatique, on arrive à maintenir les monomères dans leur état, les unités H, G et S. Et on s'est rendu compte que c'est plutôt très correct, que ça soit, alors, lignine DB, c'est DRECH brut, et lignine DD, c'est DRECH déprotéiné. Alors, ce qui a été très intéressant aussi avec les lignes extraites sur des DRECH déprotéinés, c'est qu'on arrive, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusque-là, à retrouver l'unité S. Donc, l'unité S, H, G, S, tout dépend de la biomasse. Donc, les biomasses type de biomasse de graminées, comme le cas des DRECH de bracelet, on est censé avoir du H, du G et du S, ce qu'on n'a pas réussi à avoir ici lorsque les DRECH ne sont pas. Donc c'est en fait les unités S étant le monomère le plus sensible en fait, à la présence des protéines dans les DRECH de départ. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas et qu'on arrivait à avoir cette lignine, ce monomère-là que lorsqu'on déprotéine les DRECH avant d'extraire la ligne. Enfin, ces lignines-là ont été fonctionnalisées, donc les lignines extraites. Donc cette partie-là a été faite avec Madame Léonard, donc avec la doctorante en question. Et le but était donc justement d'évaluer la capacité antimicrobienne des lignines. Et on s'est rendu compte que les lignines ayant été fonctionnalisées, donc la partie fonctionnalisation a été faite de cette façon-là. Donc vous avez d'abord la première étape de la formation du sel de diazonium ici en première étape, puis la formation de l'azobenzène en ajoutant donc les phénols ou concrètement en ajoutant la lignine. Donc en combinant cette lignine-là, les phénols qui sont présents dans la lignine, parce que c'est très riche en composés phénoliques, en combinant, donc je disais, ces phénols-là avec le sel du diazonium, ça vous donne l'azobenzène. Donc c'est comme ça qu'on arrive à fonctionnaliser la lignine. Et on s'est rendu compte que quand on comparait donc ces azobenzènes-là, ce qu'on appelle lignine azo, ici, ont été obtenus en fonctionnalisant, je le disais, donc la lignine. Et ensuite, on a testé, on a fait des tests antimicrobiens en utilisant Escherichia coli pour voir si cette lignine-là a des activités antimicrobiennes ou pas. Et on s'est rendu compte que quand elle est, donc ça c'est lignine sans fonctionnalisation, le taux d'inhibition est très faible. Et dès qu'on fonctionnalise en formant des azobenzènes, comme ça, on arrive à avoir des taux d'inhibition qui peuvent atteindre les 55%. Ce qui a été très intéressant au niveau résultat. En conclusion, pour cette partie-là, donc, ce qui concerne la partie des protéines, donc la méthode d'extraction par ultrasons assistée par en milieu alcalin était la plus performante, la plus intéressante au niveau rendement et au niveau aussi composition par rapport à l'analyse de SDS Page. Comme je vous disais au début, on a comparé à chaque fois un essai quand on faisait du broyeur à billes ou de l'ultrason, on comparait toujours avec la diffusion, c'est-à-dire avec un essai dans les mêmes conditions sans qu'il y ait de pré-traitement broyeur à billes ou diffusion. Et on s'est rendu compte que pour le broyeur à billes, on arrive à augmenter le rendement de 89% et de 71% quand même pour l'ultrason. Ce qui fait que les pré-traitements sont très importants pour l'extraction des protéines, et également d'ailleurs pour la lignine. Les conditions optimales ayant été obtenues pour la lignine sont celles-ci, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure également. Alors sachez que le 115 degrés, c'est des conditions tout simplement parce qu'on est limité par les températures d'ébullition des solvants. Et c'est pour ça qu'on s'arrête à 115. Donc si on a d'autres dispositifs pour travailler sous pression, c'est ce que d'ailleurs on vient d'acheter, ça pourrait changer parce qu'on pourra du coup travailler à des températures beaucoup plus élevées que les températures d'ébullition, parce que là on travaille en reflux, donc on est un peu limité aussi pour les conditions. Et on pourrait du coup, si on travaille à des températures un peu plus élevées, du coup des pressions un peu plus élevées également, on pourrait éventuellement augmenter encore le rendement de la lignine obtenue.
La deuxième partie, c'est de ne pas être trop long, c'est le projet région. Donc en fait, j'ai déposé également un projet région Stimule il y a 3 ans. Bref. Donc j'ai travaillé avec 2 postdoctorantes qui ont travaillé également sur les drèches, mais cette fois-ci on a utilisé des solvants verts qui ont été bien utilisés auparavant, mais pas forcément sur ce type d'extraction. Donc les solvants étectiques, ce que j'appelle DES ici en abrégé, c'est pour Deep Eutectic Solvent. Donc on a entamé vraiment les premiers essais sur les solvants étectiques avec ce projet-là. Donc là, c'est le consortium qui était dans le projet. Donc il y avait M. Kouba et moi-même de l'équipe TAI dans TIAMER. Il y avait M. Anderlat, vous connaissez aussi, Erwan Guéna de l'UTC également. Puis Nicolas Brosse et Isabelle Zickler de Nancy. Et Cosmin Boulescu pour la partie ACV. Ce qui était prévu dans l'étude aussi, de faire une analyse ACV, une analyse de cycle de vie sur les résultats obtenus pour ce process-là. Donc, ça, c'est les procédés d'extraction. Donc là, on s'est complètement focalisé sur la lignine et puis sur la partie fraction osidique, c'est-à-dire la fraction cellulose et hémicellulose qui a été optimisée par ailleurs. Pour l'extraction de la lignine, on a utilisé ce qu'on appelle des solvants eutectiques. Ce que je disais, c'est Deep Eutectic Solvent. Donc c'est un plus par rapport aux procédés qui ont été classiquement, si je puis dire, utilisés pour l'extraction de la lignine. Et l'intérêt vers les solvants eutectiques n'a cessé de grandir depuis les années 2000. Donc c'est quand même des solvants qui sont de plus en plus utilisés, qui sont considérés comme étant des solvants verts par tous, mais pour la plupart d'entre eux, et qui sont, contrairement aux liquides ioniques, parce qu'ils sont au niveau propriété, sont très proches des liquides ioniques, qui sont beaucoup plus simples à préparer que les liquides ioniques. Donc nous avons choisi de travailler sur 3 types de solvants eutectiques en mélangeant. Donc un solvant eutectique est obtenu en mélangeant un donneur de liaison hydrogène avec un accepteur de liaison hydrogène. L'accepteur de liaison hydrogène le plus utilisé, c'est le chlorure de choline, qui est considéré en plus comme naturel, donc qui rentre dans ce qu'on appelle des NADES, donc des Natural Deep Eutectic Solvents. Et des donneurs de liaison hydrogène, nous avons choisi de travailler sur l'acide lactique, l'acide formique et l'acide oxalique. Donc l'intérêt de la préparation de ces DES se fait juste tout simplement en mélangeant donc, le HBA avec le HBD, en chauffant, et on arrive à avoir en fait des solvants ou un solvant qui est transparent et stable dans le temps et qui a des propriétés très intéressantes parce qu'il a des températures de fusion beaucoup plus basses que les températures de fusion du HBA et du HBD pris séparément. Donc ça veut dire qu'on peut travailler dans des conditions pas trop sévères pour pouvoir faire des extractions et d'obtenir des extraits avec des qualités très intéressantes. Donc on a choisi de travailler donc, sur ce type de HBA ou de HBD également parce que c'est des DES de type 3, parce qu'on peut avoir des DES de type 1, 2, 3 et 4. Et donc les types 3 sont ces DES justement où vous n'avez pas de métaux lourds, donc c'est plutôt des DES proches de DES type des NADES. Et nous avons, comme on utilise ces DES-là pour pouvoir extraire à des températures élevées, nous avons forcément en premier lieu choisi de mesurer la stabilité thermique de ces solvants que nous utilisons. Et on s'est rendu compte qu'à la température optimale, vous allez voir que c'est 150 degrés d'utilisation, on arrive à avoir des stabilités thermiques qui sont très importantes. On va dire, en dessous de 3% de perte de masse pour le DES, acide formique, chlorure de choline. Mais pour le reste, on n'a quasiment pas de perte de masse, donc on arrive à garder le DES intact pendant tout le traitement dans nos conditions de fractionnement. Donc pour pouvoir extraire ces lignes-là en présence de ces DES-là, en fait, ça ressemble un petit peu à l'étape d'extraction qu'on a faite en procédé organosol, mais les étapes de filtration n'ont rien à voir, parce qu'on travaille avec d'autres solvants. Donc
pour pouvoir récupérer les lignines avec des propriétés intéressantes, on travaille dans des conditions de purification qui sont complètement différentes. Par contre, ce qu'on a voulu tester avec ce projet-là, c'est déjà de faire varier et la température et le temps pour voir justement l'effet de ces conditions de travail pour pouvoir extraire la lignine la plus pure possible. Et puis, donc, je disais, les étapes de purification qui nous permettent au bout d'obtenir la lignine et de pouvoir la caractériser derrière. Donc, les conditions optimales ont été avec l'acide lactique, d'accord, à 150 degrés, 15 minutes. Donc, ça aussi, ça a été optimisé. On passe également par des plans d'expérience pour pouvoir optimiser ces conditions-là. Et les lignes récupérées ont été analysées pour estimer leur activité antioxydante. Les lignes sont connues également par rapport à leur richesse en produits phénoliques, d'avoir des propriétés antioxydantes qui sont très intéressantes. Donc ça a été également publié récemment dans Polymers. Et on s'est rendu compte que, donc, en comparant donc, ce qu'on appelle un IC50, c'est la concentration qui nous permet d'avoir un taux d'inhibition de 50%, et plus ce taux-là est faible, mieux c'est pour l'activité antioxydante. Et donc, ces IC50, quand on les compare à des antioxydants commerciaux, on voit qu'ils sont très faibles, et ce qui est pas aussi faible d'ailleurs que les antioxydants commerciaux, mais par contre qui sont quand même faibles par rapport à une lignine extraite par procédé organosol, à une lignine Kraft ou une autre lignine extraite par procédé organosol en utilisant l'acide acétique comme solvant. Donc on a réussi à avoir des lignines quand même avec des puretés intéressantes et également des activités antioxydantes très intéressantes. Pareil que ce qu'on a fait avec les lignes organosol, donc ces lignes-là ont été également analysées par RMN HSQC et nous avons réussi à nous rendre compte d'abord que la variation de la température ou du temps n'a pas eu d'effet considérable sur la structure de la lignine extraite et qu'en la comparant avec la lignine organosol, les conditions ne sont pas exactement les mêmes, on s'est rendu compte qu'on arrive à avoir la majorité des unités HG mais pas le S comme vous pouvez le voir. Autant que la ligne organosol qu'on a obtenue avant, mais sur des drèches brutes, parce qu'on avait pris l'exemple de drèches brutes, ici on a également des drèches brutes. Et pareil pour les unités, les liaisons interunités au niveau des liaisons bêta-O4, comme je vous disais, les bêta-O4 étant les liaisons les plus importantes aussi pour dire que la lignine n'a pas été complètement désintégrée suite au fractionnement, pour pouvoir justement trouver des applications intéressantes à ces lignes-là. Au niveau conclusion, donc, avec les micro-ondes, on a réussi avec le solvant eutectique, chlorure de choline, acide lactique, a permis de faire une extraction avec un taux de récupération de 80% de la lignine. Que la sélectivité du chauffage micro-ondes a permis qu'on puisse extraire essentiellement de la lignine et moins de polysaccharides, parce que la lignine c'est très collé aux polysaccharides, donc avoir des puretés assez élevées. Puis l'analyse RMN qui nous a permis non seulement d'identifier les principales unités de structure de la lignine qui sont également présentes dans la lignine native et des activités antioxydantes très intéressantes pour les lignes extraites. Alors je vous ai quand même laissé les perspectives parce qu'on est en train de, même si le projet s'est terminé là fin janvier, on continue à travailler dessus parce que les collaborateurs de Nancy ont un nouveau doctorant qui travaille en parallèle sur ces travaux-là et on essaye de faire des nanolignines avec les lignines qu'on a extraites par des ES. Voilà pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? Concernant les perspectives, quels vont être l'intérêt à aller chercher les nanolignines? Par rapport à l'application, vous aurez beaucoup plus de voies d'application, si je puis dire, pour les nanolignines par rapport. Maintenant, dans les cosmétiques, vous allez plus intégrer des nanolignines que des lignines. Même au niveau activité antioxydante, quand vous mesurez l'activité antioxydante d'une nanolignine et la lignine, c'est très différent. Vous pouvez même avoir des activités antioxydantes beaucoup plus importantes sur les nanolignines que des lignines
ne pas passer à l'échelle d'un. Vis-à-vis des activités antimicrobiennes, quelles sont les applications ressenties? Alors, nous, on n'a pas été jusqu'au bout sur les applications, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lignes qui étaient, spécialement avec des activités antimicrobiennes, qui étaient utilisées essentiellement dans l'agroalimentaire, tout ce qui est emballage, même dans le biomédical. Mais par contre, d'autre part, on n'a pas été jusqu'à l'application même des lignes, pardon, qu'on a à la fin du traitement, donc ce qui va rester dans le gâteau, une fois séché, c'est les celluloses. En fait, normalement, oui, c'est essentiellement de la cellulose. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de continuer à en faire quelque chose, cette cellulose? C'est ce qui était prévu. Alors, la partie qui était prévue sur... alors, normalement, on n'a pas analysé pour voir vraiment si on est censé, suite à ça, récupérer la lignine, après la filtration, récupérer la cellulose et l'hémicellulose. Et donc, cette fraction osidique, comme les travaux de M. Anderlin étaient très dirigés sur tout ce qui est HMF et furfural, le but était de convertir les sucres qu'il y a dans les celluloses et hémicelluloses en HMF et en furfural. Donc, ça a été fait, les résultats n'ont pas été en tout cas du tout publiés et on n'a pas été jusqu'au bout, si je puis dire, parce que ça n'a pas beaucoup marché. Je pense que c'est dû non seulement au traitement de conversion, mais aussi parce qu'en fait au début on pensait que c'était dû à la pureté des celluloses et hémicelluloses, parce que pour faire la conversion en HMF et furfural, il faut avoir accès aux monosaccharides qu'il y a dans la cellulose et l'hémicellulose, dont on avait pensé au début, parce que c'était une question de pureté. Mais quand on avait pris pour le coup pour voir le process de conversion déjà, s'il marche sur de la cellulose pure et de l'hémicellulose pure, le rendement était très faible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment dire qu'on a, au lieu par exemple de faire du HMF, on faisait du CMF. Voilà. On n'a pas eu le temps d'aller très loin pour la partie fraction osidique. Mais en effet, alors pour pouvoir défendre le projet en lui-même, sachez que vous passez par plusieurs étapes. Vous êtes en audition, etc. Donc après le dépôt du projet, vous passez devant différents jurys. Et la question est revenue toujours parce qu'il faut que vous ayez la preuve que vous avez valorisé en fait toutes les parties obtenues de votre... Vous dites, vous fractionnez, ok, vous vous intéressez à la ligne, mais que devient l'autre partie? Donc, c'est une question très importante également. Et du coup, un peu en mélange, les protéines, vous n'avez pas du tout un autre labo les a réutilisés dans l'application? On aurait bien aimé. En fait, les quantités étaient très faibles. Parce que quand je vous parle d'équivalent en milligrammes, nous, en fait, on travaillait avec des petites quantités. Parce que on travaille avec une sonde à ultrasons, on travaille aussi avec un réacteur double enveloppe, parce que, comme je disais, les protéines sont très sensibles à la température, et parfois les ultrasons génèrent aussi de la chaleur, donc on travaillait aussi en faisant circuler en fait, de l'eau à 4 degrés, justement, qu'il n'y ait pas d'augmentation de la température. Mais les quantités récupérées ne sont pas très importantes. Par contre, pardon ? C'est pas suffisant pour les... Oui, mais comme ce n'était pas prévu dans la thèse, donc on n'a pas non plus... en fait, pour avoir assez de quantité, on aurait pu faire plusieurs essais. Mais comme ce n'était pas forcément ce qui était prévu et qu'il y avait énormément de travail aussi à faire sur la ligne, parce que là, on arrive à vous le présenter en 7-8 diapos, mais le travail qu'il y a derrière, il n'est pas important. Par contre, il y a une... mais là, je vais présenter aussi, j'espère que ça passe, une thèse sur les protéines. Et là où on s'intéressera finalement qu'aux protéines. Alors là, si vous êtes peut-être curieux, c'est pour faire de la micro-encapsulation, c'est-à-dire la paroi de la micro-encapsule des antioxydants ou des principes actifs. Ça, c'est constitué à partir de cette protéine-là, végétale. D'autres questions? Ma casquette de
le créateur du temple business, puisque à partir de ce qui a été présenté, vous avez une autre idée de l'enveloppe business en France concernant le Lini. Si je pose la question, c'est qu'il y a un moment donné, 1977. Ouais, donner quelques chiffres sur les. Vous pouvez le dire, 1977. Vous vous souvenez quel est le volume du produit de Lini produit en France? Non, c'est pas là. C'est pas la 17, ça. C'est là où je parle du coût de la ligne, c'est ça? C'est ça. USD, parti, donc voilà. C'est pas la 17, c'était la 11. Donc vous voyez là tout à l'heure, 2 millions de tonnes, on va simplifier $1 au kilo, ça fait combien au niveau 1 milliard 100 millions, d'accord, dollars. Voilà l'ordre de grandeur du marché de la lignine selon les données qui sont. Quand si jamais vous voulez vous lancer dans l'industrialisation de son procédé, je veux bon à savoir quel est le marché sur lequel vous lancez. 1 milliard 100 millions, c'est voir. Si vous dites ça, je peux avoir une comparaison par rapport à d'autres trucs. À partir de combien en France? Déjà, si c'était 100 000, je ne le ferais pas. Et 1 milliard, l'ordre de grandeur de milliard de dollars, le marché en plus il est uniquement en France, parce que j'imagine qu'il y a pareil dans d'autres pays, comme en Allemagne, l'île est nécessaire pour l'industrie, dans tous les pays où l'industrie chimique est à niveau. Donc en Allemagne ça doit être plus. Donc voilà, au niveau européen, si on envisageait de se passer la branche, c'est bon d'avoir déjà l'ordre de grandeur. Alors pour évidemment aussi, il faut comprendre ce qui s'appelle le budget. C'est ça que nous Alors bien évidemment, j'ai précisé que les coûts des lignes, ce que j'ai appelé lignine technique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le coût d'une lignine organosol, d'une lignine à partir de DES, on n'est pas à l'étape d'industrialisation en France. D'où les recherches qui sont autour de cette thématique. Par rapport à la fonctionnalisation, pourquoi on est limité à 25%, 20%? Pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à ça? Alors, 25% de fonctionnalisation, Oui. ben, je pense que c'est en rapport avec la pureté. On n'arrive pas, en fait, pour pouvoir fonctionnaliser les taux de fonctionnalisation sur une molécule de phénol, parce que Estelle avait travaillé sur du phénol commercial, ça marche très bien. Pour pouvoir accéder au phénol des lignines, c'est une autre histoire. Alors, je ne pense pas que ça soit que la pureté, ça peut être aussi l'état dans lequel la lignine se trouve après l'extraction. Donc là, parmi les choses qui nous ont manqué, par exemple, au niveau analyse, c'est l'exclusion stérique pour voir justement est-ce qu'au niveau de durée de polymérisation, est-ce que c'est complètement coupé, est-ce que nous on a un tas, on sait qu'on arrive à voir les principales unités qu'il y a dedans, mais est-ce qu'elle est coupée, est-ce que voilà, et ça nous a manqué au niveau analyse. Non. En fait, même les prestataires ne veulent pas se lancer là-dedans. Comme ils n'étaient pas sûrs que. Ouais, en tout cas, je n'ai pas eu le temps de voir énormément de prestataires. Je vais en faire des analyses à Nancy, mais qui prennent du temps. Mais au niveau prestation, des matrices un peu complexes comme ça, ils n'en ont pas voulu se lancer. Vraiment, j'ai eu un an. Là, on a tenté la fonctionnalisation, mais avec un seul type de fonctionnalisation. C'est ça. On pourrait aussi réfléchir à la fonctionnaliser avec soit autre chose pour chercher d'autres propriétés, soit tenter différents diazotes pour peut-être que ça marchera mieux niveau rendement de trucs de fonctionnalisation. Possible, vraiment possible. Là, le type de fonctionnalisation qui a été choisi, dire la vérité, on n'était pas du tout convaincu, en tout cas Madame Léonard n'était pas du tout convaincue que ça allait marcher. On a, au niveau biblio, on avait, à l'époque en tout cas, une publi. C'est toujours public pour commencer. Comment? On a commencé, il n'y avait aucune public en parler. Ah non, mais en fait, alors, oui, vous le prenez comme ça, mais nous, c'est très risqué pour nous, parce que se baser sur des études qui ont été
Enfin, on aurait pu commencer même avec 0, peu importe, mais c'est vrai que du coup, c'est pas une étude qui a été très, où on est sûr du résultat, etc. Donc déjà, on a testé ça, enfin, en tout cas, Madame Léonard a choisi de tester ça, et bien évidemment qu'il y a plein d'autres types de fonctionnalisation qui peuvent donner du coup des propriétés supplémentaires à la ligne et qui serait intéressant de tester. Après, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça a un peu mieux marché avec la Craft qu'avec la... Donc la pureté de la lignine, aussi le type de process avec lequel vous extrayez la lignine est très important. Je pense que, enfin je ne pense pas, mais l'application vers laquelle va être tournée la lignine peut avoir une influence sur le type de traitement que vous faites. Là on a testé par exemple le DES, on va dire une dizaine de DES, on a choisi 3, mais on a testé différents types de DES, mais avec un DES et avec un organosol, vous n'obtenez pas le même type de lignine. Donc ça aussi, ça joue. Donc peut-être qu'une fonctionnalisation type azobenzène, ça marche sur ce type de lignine et qui ne marche pas sur un autre. Et du coup, vous savez pourquoi fonctionnaliser en faisant un azobenzène augmente les propriétés antimicrobiennes des cellules? Ça, c'est en rapport avec les propriétés de l'azobenzène en lui-même, de la molécule en elle-même, qui peut avoir cette activité antimicrobienne en rapport à différents types. Là, pour le coup, ça a marché que sur les Escherichia coli parce que d'autres types de bactéries, gram plus, gram moins, ont été testés, mais ça n'a pas marché. Les différents types de bactéries, Les acheter. vous les avez achetés et toutes les Oui. Ah, c'est pour ça qu'elle pose la question. Les essais ont été faits, je sais. Ah, non, mais tous les essais ont été faits. Je ne comprenais pas où est-ce qu'elle voulait. Vous avez d'autres questions? Non. Merci d'avoir été présent.